Que cachent les sorcières? Eh bien, beaucoup d'angoisse, générée par le féminin, si l'on en croit nos épisodes précédents, et des images assez atroces que souvent, sans vergogne, on colle aux femmes. Creusons encore. Troisième épisode, la marâtre. Les féministes ne s'y sont pas trompées en s'intéressant aux sorcières comme Silvia Federici, Léopoldina Fortunati ou Mona Chollet. Elles ont parfois procédé carrément à ce qu'on appelle un renversement du stigmate. Ainsi, certaines militantes ont revendiqué la qualification de sorcière. C'est un peu un retour à l'envoyeur, une façon de dire « Eh bien, occupez-vous de vos fantasmes sur les femmes, nous, ce n'est pas notre problème ». Sachant que les femmes elles-mêmes ne sont pas exemptes de stéréotypes à propos des femmes. Or, s'il y a bien une représentation de la sorcière qui touche tout le monde, c'est la figure de la marâtre. Filles et garçons en ont eu peur en lisant des contes de fées. Filles et garçons peuvent l'avoir en tête longtemps, tel le visage angoissant de la mauvaise mère ou de la mère qui se détache, la mère morte, disait le psychanalyste André Green. Ou telle encore l'image de cette femme que mon père a épousée en deuxième noces et que forcément je n'aime pas beaucoup. Et puis plus simplement encore, la sorcière marâtre, c'est la femme qui vieillit et qui, à tort ou à raison, paraît plus autoritaire, moins soumise peut-être, moins dévouée aux autres, ou bien malheureuse, dans un monde où vieillir est peut-être particulièrement difficile pour les femmes. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Bonjour Guillemine Chaudois. Bonjour. Vous êtes clinicienne vous-même, professeure en psychopathologie clinique, psychanalytique à l'université Paris-Nanterre. Vous avez co-dirigé avec Dominique Cupat un ouvrage collectif aux éditions EDK, Figure de la cruauté, et rédigé aussi un article très intéressant dans la revue Topic, Cruauté et transmission de vie, les contes de fées de Charles Perrault et des frères Grimm. Et puis à distance depuis Grenoble, voici Pierre Péju. Bonjour. Bonjour. Merci aux équipes de France Bleu Isère. Vous êtes philosophe et romancier, Pierre Péju, un explorateur hors pair des représentations véhiculées par les contes de fées. Aux éditions Robert Laffont, on vous doit en 1981 déjà La petite fille dans la forêt des contes et en 2023 Métamorphose de la jeune fille. Je vous propose à tous les deux de commencer notre discussion en évoquant une sorcière joyeuse, délicieuse, épouse et mère de famille géniale, qui semble avoir neutralisé tout ce qui, dans la sorcière, évoque la marâtre. J'ai réfléchi, j'ai tourné et retourné tout ça dans ma tête. Et j'ai pris une grave décision. Celle de te garder, chérie, parce que je t'aime. Jean-Pierre, oh, je serai la femme la plus aimante qui ait jamais existé. J'en suis persuadé. Et si tu le veux, nous mènerons l'existence la plus normale et la plus heureuse, sans petit tour. Hein? Oh non, non, ça je te le promets. Ça ne sera pas facile, tu sais. Ne perds pas de vue que tu épouses non seulement un type qui fait de la publicité, mais qui habite en banlieue, un petit appartement où il y a tout à faire. Mais je m'en charge, tu peux être tranquille. Il faudra te mettre à la cuisine et au ménage. Et il y aura ma mère aussi qui viendra dîner tous les vendredis soirs. Oh chérie, tout cela est merveilleux. Bientôt, nous formerons un couple normal, un couple sans aucun problème, comme n'importe quel autre. Et je dirai à ma mère de venir passer quelque temps chez... Oui, enfin, on verra. Il vaut mieux procéder graduellement pour ces choses-là. Ah, vous l'avez reconnue, c'est Samantha. C'est la sorcière bien-aimée dans cette série qui a eu 8 saisons de 1864 à 1972. Elle est tellement gentille, elle va tout faire, hein, comme une bonne mère de famille, n'est-ce pas, Guillemine Chaudois? Et en réalité, cette sorcellerie qu'elle affirme ne pas... Enfin, arrêter, c'est fini la sorcellerie, j'arrête, va ressurgir pour apporter tout ce qu'il faut de fantaisie comme mère et comme épouse. Vous y croyez? Vous sentez en psychanalyse le deuxième niveau de lecture, c'est-à-dire que on entend très fort tout ce qu'il faut étouffer? Oui, tout ce qui est de l'ordre de l'agressivité et de la violence. Et là, on est vraiment du côté d'une idéalisation. Alors aussi dans une perspective des années 60 aux États-Unis, mais d'une femme assez stéréotypée, qui doit faire la cuisine et le ménage, qui est parfaite,
dans les représentations telles qu'on pouvait les avoir dans les années 60, Et la 70. sorcellerie, c'est juste le petit plus, en fait. Oui. La petite transgression, mais qui fait qu'elle est encore meilleure mère au foyer. C'est finalement ce qui lui permet d'avoir ce petit à côté, cette touche de fantaisie qui détonne et qui donne aussi cet humour à la série. Pierre Péju, cette promesse de Samantha, notre sorcière bien-aimée, vous la lisez comment? Une neutralisation de tout ce que Oui, l'histoire c'est littéraire a oui, c'est un inventé peu en ça, matière de c'est-à-dire sorcière? que ça prend le contre-pied de la figure traditionnelle de la marâtre telle qu'elle apparaît dans de très nombreux contes. Et d'ailleurs, je crois que la marâtre est essentiellement une figure de conte, puisque aujourd'hui, on n'emploie plus ce mot autrement que pour dire ah, c'est une véritable marâtre, mais en éveillant chez les personnes qui écoutent ça des souvenirs précisément de contes. Ici, il s'agit d'un renversement qui est intéressant parce que on a effectivement l'impression qu'on met qu'on cache tout ce qui est justement contestable dans le statut de la femme, quoi. Voilà, donc c'est joli, ça garde le C'est joli, meilleur de oui. la sorcière, mais c'est drôle, nous, on va plutôt parler de la cruauté, celle-là même qui est au cœur des contes et qui est ici neutralisée. Alors, vous disiez à juste titre, Pierre Péju, que la marâtre, c'est un mot qu'on n'emploie plus, tellement il est négatif, alors qu'il ne l'était peut-être pas tout à fait au Non, début, n'est-ce pas Oui, c'est vrai. C'est vrai. au départ, Guillemot c'était la Chauvin seconde femme du père. Oui. Alors la seconde femme du père n'est peut-être plus appelée marâtre, mais elle en prend souvent quand même beaucoup dans la figure. Quelque chose de la marâtre est resté. Je vous propose d'écouter cette archive qui m'a vraiment enthousiasmée, je dois dire. Enfin, on va décrypter cette archive de France 2. Il s'agissait de l'émission Je t'aime, etc. en 2018. Écoutez. Je lis le courrier de Angèle, elle a 38 ans et elle vous a écrit « Caroline, ma belle-mère joue les femmes charmantes avec moi devant mon mari. Mais dès qu'il a le dos tourné, elle me lance des piques. Forcément, il ne voit rien, mais moi, j'ai de moins en moins envie de la voir. Dois-je lui dire le fond de ma pensée ?» Moi, je me mouille pas là-dedans. Débrouillez-vous. Vous êtes, Angèle, dans une situation très délicate. Parce que parfois, au moins, les belles-mères sont moins vicieuses et elles sont antipathiques devant le mari. Oui, c'est ça. Tandis que la vôtre, visiblement, elle est suffisamment intelligente pour la jouer bien devant votre mari et puis plutôt mal derrière. Quand vous dites « dois-je lui dire le fond de ma pensée ?» Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, même en lisant votre lettre, j'ai pas compris si vous parliez de votre belle-mère ou de votre mari. Alors, à mon avis, moi, le conseil que je vais vous donner, c'est d'en parler à votre mari. Et je vais vous dire comment parler. Moi, j'attaque. J'aimerais la prochaine fois ne pas aller avec toi parce que ça me fait beaucoup de peine. Carrément. On décroche. Ah ben... On n'y va plus. Écoutez, moi, je trouve que la vie Oui, est mais courte. c'est pas mal parce que c'est Se double faire signe. chier à aller chez quelqu'un qui n'est pas gentil avec vous, Mais oui. vous verrez la vie. Vous avez 38 ans, vous avez beaucoup d'années devant vous, mais hélas, votre belle-mère peut-être aussi. Donc, si vous vous embêtez, moi, je pense qu'il faut élégamment expliquer que vous avez moins envie d'y aller. Et je suis sûre que, comme il aura envie que vous l'accompagniez, il lui dira discrètement « Maman, s'il te plaît, lève un peu le pied. » Alors, c'est jubilatoire, je trouve. Je trouve que Oui. l'équipe d'Avec Philosophie là, fait un grand boulot en dénichant cette archive. Je crois que c'est à Carla Michel qu'on la doit. Alors, tout de suite, la psy, quand même, c'est obligatoire. Guillemine Chaudois, cette agressivité qui ressort et dont la psy sur place, parce que dans cette émission, il y a Oui. des analystes un peu psy, dit que, en fait, c'est contre le mari que l'agressivité est dirigée et doit être bien redirigée. La belle-mère, elle essuie les plâtres, elle est la Ah, c'est le cible, mais paravent. Oui. alors, pourquoi on va chercher la Mais mère? c'est la figure de la marâtre, elle a cette fonction, c'est-à-dire comme peut l'écrire aussi Bettelheim, c'est-à-dire il y a cette idée que la figure de la marâtre vient protéger la vraie mère, la bonne mère. Là, dans cette archive, on voit qu'elle vient protéger le mari. Et donc, il y a cette nécessité. Alors, il y a dans l'archive, on voit bien aussi l'aspect pervers de la belle-mère qui attaque la belle-fille derrière le mari, mais finalement, toutes les deux
protège le mari. Il y a une rivalité qui s'opère dans une dimension assez oedipienne aussi, je pense. Et finalement, on voit bien comment et l'une et l'autre se disputent ce mari qui, lui, se trouve protégé de la violence de l'une et de l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Péju, vous qui connaissez par cœur les histoires de marâtres dans les contes de fées? Oui, Sont-elles là alors, parfois tout pour d'abord, neutraliser l'agressivité contre les maris? Oui, c'est plus que ça. C'est-à-dire que la marâtre, disons cette mauvaise belle-mère, a aussi ce qu'on peut appeler une emprise. Elle cherche à avoir une emprise aussi sur le mari. Et il y a de nombreux contes, dont certains très anciens, qui reprennent ce dispositif où la marâtre cruelle a eu tellement barre sur son nouveau mari, enfin sur celui qui s'est remarié avec elle, que non seulement elle persécute la fille, mais elle le met lui dans une position d'infériorité où il est constamment obligé de lutter, mais de façon discrète, secrète et même un peu honteuse. Alors je pense à un très très vieux conte qui est un conte de Basile, Oui. qui est un conte du XVIIe siècle, hein, qui est l'ancêtre du Petit Poucet, de Hansel et Gretel, etc., où le mari fait ce qu'il peut pour lutter contre cette marâtre méchante. C'est elle qui lui ordonne, la marâtre, elle lui ordonne: emmène tes enfants dans la forêt, perlés à tout jamais, débarrassement. Et lui, il fait ce qu'il peut. Et c'est un peu le modèle aussi du Petit Poucet. Il conduit bien les enfants dans la forêt, c'est-à-dire qu'il obéit à sa femme, il est sous emprise, et il fait ce qu'il peut pour que les enfants reviennent, c'est-à-dire qu'il leur donne une fois un petit panier avec des cendres, et les cendres se répandent, et ils peuvent revenir en suivant l'itinéraire qu'ils ont pris à l'aller. Ensuite, malheureusement, il leur donne du son, et ce petit panier de son fait une sorte de chemin. Malheureusement, ce son sera mangé par un âne, et les enfants ne pourront plus revenir. Mais on sent que ce mari fait ce qu'il peut pour aller à l'encontre des ordres de la belle-mère, Oui. et pourtant il n'y arrive pas. Il peut y avoir en quelque sorte complicité, même si le mari est dominé, complicité entre le mari et sa mère, contre la nouvelle Entre le femme. mari et sa nouvelle femme, surtout. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il y a cette complicité Contre la nouvelle femme, ouais. oui, entre la mère et le mari et le fils. Ouais. Et souvent, le mari est plus dominé, mais en réalité, l'agressivité vis-à-vis de la nouvelle femme vient d'une espèce de couple incestueux. Oui. Oui. Le roi, si c'est un roi, le mari et sa mère. Mais les hommes dans les contes de fées sont souvent représentés de manière assez falot. Et ils se retrouvent, il y a souvent quand même une dimension aussi sacrificielle où cette agressivité, cette violence va entraîner de toute façon la destruction de quelqu'un dans l'histoire. La belle-fille, l'homme, la marâtre est finalement celle qui est toujours préservée. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui se joue dans... Vous parliez de Giambattista Basile, cet auteur du XVIIe siècle, Pierre Péju. Lui, il avait écrit une Thalie qui préfigure la Belle au bois dormant de Perrault. Aussi, oui. Et d'ailleurs, Perrault a gardé l'idée donc que... alors, je crois que il me semble, mais c'est vous le spécialiste, que chez Basile, le réveil de la Belle au bois dormant ne se fait pas, il la viole, c'est bien ça? Ou en tout cas, il y a des versions où il la viole. Il y a plusieurs versions de toute façon. Il la viole, et c'est quand elle accouchera de ses enfants qui tête son doigt qu'elle se réveillera. Mais par ailleurs, la mère de ce roi veut absolument tuer cette fille et ses enfants, qui sont la famille de son fils. Et ça, il l'a gardé, Perrault. Donc la méchante mère, on voit bien que l'agressivité, elle est celle du mari. Quand même, il y a du viol. Bon, alors Perrault a enlevé le viol. Il a enlevé le viol du mari. Ça va. Mais tout est reporté sur la marâtre. C'est ça? Oui, c'est ça. Simplement, cette marâtre, elle est de toute façon très très ambivalente aussi, parce que on ne sait pas. Le conte, enfin, j'ai défendu moi une théorie du conte dans lequel le conte est plus proche du rêve et donc producteur d'images fortes qui nous obsèdent, qui sortent d'une certaine façon de nos obsessions, de nos fantasmes, de notre inconscient. Et la marâtre est une figure, comme toutes ces figures-là, qui est très très ambivalente. Et donc ici aussi, on a la double lecture possible. Alors évidemment, une autre agressivité peut être absorbée
par l'agressivité qu'on a vis-à-vis de la marâtre et la sienne vis-à-vis de nous, c'est l'agressivité qu'on peut avoir vis-à-vis de sa propre mère. Alors là, je parle des petits-enfants qui lisent les contes, à supposer qu'il n'y ait que des enfants. Guillemine Chaudois, vous défendez l'idée que comme Bruno Bettelheim, me semble-t-il, le psychanalyste à l'époque, dans sa psychanalyse des contes de fées, que en fait la marâtre, c'est la vision mauvaise de la mère, mais c'est la mère, pour bien la cliver d'un objet maternel très bon, généreux et doux. Donc il y a les aspects mauvais qui sont reportés sur la marâtre et les aspects bons. Alors là, je ne sais pas où ils vont dans les contes, on va en parler. Parfois, ils disparaissent. Donc c'est quoi? C'est une façon de juguler la difficulté pour un enfant d'avoir des sentiments hostiles vis-à-vis de sa mère. Oui, Ça l'aide, le conte? c'est tout ce qu'on peut voir dans ce que Mélanie Klein travaille dans la position schizoparanoïde, c'est-à-dire cette position où l'enfant n'est pas encore dans cette ambivalence. On est encore dans ce clivage où il y a la bonne mère et la mauvaise mère. Et la marâtre fait figure de mauvaise mère. Elle est la cible de la projection, toute l'agressivité de l'enfant qui va projeter à l'extérieur de lui cette violence qui vient de lui et qui protège cette bonne mère. Dans les contes, les premiers temps des premiers contes, il n'y avait pas cette distinction-là. La mère était la mauvaise mère. Et progressivement, il y a eu cette double figure qui s'est constituée dans la littérature pour permettre justement de protéger cette mère qui est morte. Bonne mère. Ouais. Donc Blanche-Neige, sa mère était formidable, elle est morte. Cendrillon aussi. Elles sont toutes mortes. Les bonnes mères sont mortes. Oui, la bonne mère est toujours Pierre morte. Oui, oui. Et pourquoi? Bien parce que si on admet cette théorie analytique, psychanalytique, qu'il y a le besoin de cliver, de diviser la figure de la mère en une bonne et une mauvaise, ça peut être effectivement pour pouvoir en quelque sorte défouler un ressentiment, une agressivité sur une figure qu'on a constituée comme monstrueuse. Et là, on peut y aller à fond. Elle est horrible, elle est très 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 méchante, elle est dans la cruauté, des raffinements de cruauté. Et certaines, d'ailleurs, j'aimerais bien citer la plus terrible des marâtres. Allez-y, la plus terrible. On veut la plus terrible. La plus terrible des terribles. Donc, on en fait quelque chose d'affreux. Et de notre côté, ça préserve la possibilité d'une sorte d'affection pour la mère jugée bonne. Donc, ce serait une forme de soulagement. Mais justement, alors donc, si j'évoque, parce que ça, j'ai vraiment du plaisir à l'évoquer, la très 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 méchante marâtre. Vous délayez même le plaisir. Oui. Non, j'adore. Non, c'est la marâtre qu'on trouve dans un conte de Grimm qui s'appelle Le Conte du Génévrier. Et ici, c'est d'abord intéressant parce que c'est une marâtre de garçons et pas une marâtre de filles. Il y en a beaucoup moins des marâtres de garçons que des marâtres de filles. Et elle déteste, je vais le faire courte, elle déteste évidemment son beau-fils, elle a une fille elle-même, et donc elle arrive à harceler ce garçon, lui faire toutes sortes de tâches, et à un moment donné, elle lui dit « Va me chercher des pommes dans la panière à pommes. » Il y a une grosse serrure en fer, elle lui coupe la tête en refermant le couvercle sur son cou, la tête tombe parmi les pommes, elle l'assoit ensuite sur une chaise, elle récupère la tête, elle lui recolle sur le torse, elle met un foulard, elle l'assoit comme ça avec une pomme à la main. C'est toujours dans Grimm. Hein. Et sa fille veut la pomme, quand elle revient, elle voit ce garçon avec une pomme, il dit « Donne-moi ta pomme », il ne veut pas la donner, elle lui donne une gifle. La mère marâtre se rue sur sa fille, elle est donc aussi méchante avec sa fille qu'avec son beau-fils, et elle lui dit « Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as tué ton frère, tu lui as arraché la tête. » Et c'est là que ça continue de façon toujours plus horrible. C'est la figure la plus affreuse de marâtre, celle-ci. Et elle lui dit, eh bien, écoute, on va dissimuler ton crime, ton meurtre, et on va faire cuire ton frère, on va le couper ensemble en petits morceaux, on va le faire cuire. Oui. Et quand le père arrive, quand il dit, où est mon fils ? Elle lui dit, il est sorti, il n'est pas là, mais je t'ai fait un bon repas. Le repas, c'est le fils. Elle fait manger le fils au père. Excusez-moi, c'est vraiment génial, gore, mais c'est et là, la il y a une pire jouissance, des marâtres. vous pensez, il y a une jouissance chez l'enfant?
Et à elle, lire elle ça, est aussi ou chez méchante l'adulte, avec hein, avec chez- son fils, Oui, avec son beau-fils qu'avec sa fille. c'est-à-dire qu'il y aurait une espèce de désir de toucher le mal absolu. Est-ce que qui est ce serait ça? archaïque. C'est ça qui est archaïque, Le plus archaïque Guillemine possible. Chaudoir? Oui. C'est l'intérêt de l'enfant, c'est d'arriver à trouver tout ce que dans ces fantasmes qui finalement sont manifestés dans les contes, c'est ce qui permet de toucher à cet archaïsme le plus primitif et de pouvoir laisser libre cours aussi à tous ces désirs Y compris hostile. hostiles. Et c'est les premiers qui apparaissent là pour le coup. Et c'est ça qui est intéressant dans le conte, c'est que ça laisse libre cours à tous ces mouvements qui soient amoureux, tendres, mais aussi très violents et très hostiles à l'encontre des différents objets qui l'entourent. Écoutons un extrait justement de la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, qui est un livre de 1976. La division de la mère en deux personnages, si caractéristique des contes de fées, une mère bonne, le plus souvent décédée, et une méchante marâtre, rend un grand service à l'enfant. C'est non seulement pour lui une façon de préserver en lui-même l'image d'une mère toujours bonne, quand la vraie mère ne l'est pas, c'est aussi pour l'enfant la possibilité d'être en colère contre cette méchante marâtre, sans entacher la bienveillance de la vraie mère qu'il considère comme une autre personne. Ainsi, le conte de fées indique comment l'enfant peut venir à bout de sentiments contradictoires qui, autrement, l'écraseraient à une période de sa vie où il commence à peine à pouvoir intégrer de tels sentiments. Le fantasme de la méchante marâtre non seulement laisse intacte la gentille maman, mais empêche également l'enfant de se sentir coupable lorsqu'il est en colère contre elle. Sentiment de culpabilité qui compromettrait sérieusement les relations mère-enfant. Tandis que le fantasme de la méchante marâtre laisse intacte l'image de la mère foncièrement bonne. Le conte de fées aide aussi l'enfant à ne pas se sentir anéanti lorsqu'il voit dans sa mère quelqu'un de méchant. Dans le conte de fées, un esprit bienveillant peut annuler en une seconde tous les méfaits d'un mauvais génie. Chez la bonne fée, les qualités positives de la mère sont aussi exagérées que le sont les mauvaises chez la sorcière. Mais c'est ainsi que l'enfant interprète le monde. Tout est paradis ou tout est enfer. Pierre Péju, si vous m'autorisez cette remarque, parce que je vous lis depuis très longtemps, j'adore vos travaux, j'ai l'impression que vous aviez, par exemple en 1981, dans La petite fille dans la forêt des contes, un petit peu de réserve sur Bettelheim et les approches psychanalytiques. Vous écriviez d'ailleurs que vous souhaitiez un peu une autre écoute des contes, défendant davantage, je vous cite, contre la moulinette psychanalytique si puissante, l'immense foisonnement des inventions merveilleuses dans les contes. Et j'ai l'impression que vous y êtes revenu un peu à la psychanalyse et à Bettelheim. Et les petites piques ont disparu, par exemple, dans votre dernier livre de 2023, Métamorphose de la jeune fille. Oui, vous avez raison. De toute façon, moi, j'ai le plus grand respect pour l'essentiel du travail de Freud et de grands psychanalystes en général, parce que chez Freud, les choses sont beaucoup plus complexes, justement, que chez Bettelheim, qui a été un peu... Alors, j'avais consacré dans La petite fille dans la forêt des contes un chapitre, plusieurs chapitres d'ailleurs, à une critique de Bettelheim, parce que je me mettais en porte-à-faux contre sa conception même du conte. C'est-à-dire que Bettelheim, d'abord, fait une énorme erreur en s'imaginant que le conte est quelque chose qui s'adresse aux enfants. Il y a quelque chose de très américain dans son texte Psychanalyse des contes de fées, et qui simplifie les choses et qui surtout fausse la nature même du conte en disant ça s'adresse aux enfants, et en plus ça sert à aider, alors c'est le mot qui revient tout le temps chez Bettelheim, ça aide l'enfant à dépasser un certain nombre de choses qui seraient négatives, des fantasmes ou des pulsions négatives.
Or, moi j'avais défendu une conception du conte qui était beaucoup plus proche de ce qui m'a beaucoup marqué, c'est-à-dire le romantisme allemand, c'est-à-dire quelque Oui. chose qui est une sorte de grande réserve d'images qui sont assez sauvages, qui sont assez livrées à elles-mêmes et qui rendent des choses qui nous obsèdent tous dans leur complexité et leur ambivalence. Et le conte, c'est mouvant. Raconter est une grande activité humaine qui laisse sortir malgré nous des choses. Je dis souvent le récit nous déborde, le récit nous dépasse, et c'est le récit qui se met à raconter tout seul. Et donc il y a une grande liberté du conte, et le conte n'a pas une fonctionnalité comme Bettelheim le voulait. Maintenant, la psychanalyse, effectivement, révèle des choses extrêmement importantes, et j'ai le plus grand respect pour les Peut-être analyses que, freudiennes, par exemple, du conte. enfin, si je peux essayer d'interpréter aussi d'une autre façon le propos que vous venez de tenir, je ne sais pas si ce sera correct. J'ai l'impression que ce qui vous intéresse, c'est la destructivité dans les contes, les figures du mal. Bon, alors elles passent par des figures de mauvaise mère, etc. Mais c'est pas seulement un enjeu pour les enfants, c'est un enjeu, j'ai presque envie de dire, politique, moral. C'est humain, la surtout. question du mal Mmh. et c'est ça, voilà, que vous défendez. Au fond, bon, par ailleurs, ça fait un pont aussi avec la psychanalyse. Ça fait peut-être du bien aux mères aussi de lire des contes, c'est-à-dire de de voir ces sorcières. Mais à tout le monde. Hein, et à tout le monde, mais particulièrement aux mères. C'est pour ça que ça ne s'adresse pas aux enfants, à proprement parler. Ça s'adresse à Guillemette Chaudoir, l'infantile. oui. Ça s'adresse à l'infantile, chez l'enfant, chez l'adulte. Ça s'adresse finalement à tout ce qui peut... ça écrit et raconte tous les processus, les transformations du développement de l'être humain, en règle générale. Et ce qui est intéressant, alors au-delà de Bettelheim, Freud avait quand même, en 1915, dans Pulsion et Destin des pulsions, écrit que l'objet naissait dans la haine. Et il conceptualise finalement l'idée que la relation à l'autre débute par une relation de haine. Ce qui permet aussi de comprendre pourquoi, face au principe de la réalité qui s'impose à l'enfant, va se constituer aussi tous ces mouvements haineux. Parce que cette réalité suppose le manque, suppose la perte, suppose la limite. Et le conte a cette caractéristique, et la marâtre en tant que telle a cette caractéristique de pouvoir être un objet attaquable, qui fait du bien. Et c'est une marâtre qui est constituante aussi, qui permet aussi à l'enfant et à l'adulte de pouvoir se structurer, s'organiser et se transformer au fur et à mesure de son développement. Et bien sûr que c'est l'humain et pas seulement les femmes, ni les enfants. Il y a quelque chose de très fort. Et du coup, ma question aussi pour vous, Pierre Péju, c'est ne regrettez-vous pas que malgré les efforts de gens comme vous, notamment, les contes de fées, ça reste un truc pour enfants. C'est-à-dire que c'est comme si ça avait beaucoup de mal à trouver sa place dans les études littéraires et philosophiques. Non, là, franchement, le conte pour enfants, d'abord, si on fait d'un point de vue d'historien ce qu'a été la place du conte dans les sociétés traditionnelles, le conte était raconté lors de veillées où toute la communauté villageoise ou autre était présente, et l'idée de raconter, d'abord, comme on l'a dit, l'enfant n'avait pas encore été inventé, c'est-à-dire que l'attention et la place qu'on laisse à l'enfant, qu'on a commencé à laisser à l'enfant au XVIIIe siècle, n'était pas du tout présente. Donc l'idée de conte pour enfants, alors que le conte avait un rôle énorme dans la société, que les gens les connaissaient, les racontaient, que c'était une tradition orale, c'était pas du tout pour enfants. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez du rapport des travaux sur les contes? Est-ce que vraiment, dans les études littéraires, est-ce que c'est de la littérature comme n'importe quelle autre œuvre littéraire? Je dirais, c'est... À mes yeux, c'est de la littérature, même si on doit employer le terme quelquefois de littérature orale. C'était la même chose que pour les mythes et la mythologie, où quelque chose se transmettait de façon orale. Mais disons que c'est une production d'images. Oui. Et moi, j'ai souvent fait référence à un très grand auteur que j'aime beaucoup, qui est Bachelard, dans sa conception justement de l'image et de l'imagination. Le conte est par excellence une production humaine d'imagination
qui est toujours mouvante, qui est toujours foisonnante. Bachelard comparait la vie des images aux nuages qui se transforment sans arrêt, dont on voit des formes successives et qu'on imagine dans le ciel. Et la marâtre, comme image, est aussi dans les contes quelque chose qui est très mouvant, qui est très émouvant aussi, si on veut, et qui touche tout le monde. Et elle est en rapport avec plein de problèmes qu'on va peut-être évoquer maintenant, qui sont des problèmes humains en général. Alors, je souligne auprès de nos auditeurs que nous parlons, c'est notre 3e épisode, des sorcières, série de notre semaine. Et aujourd'hui, nous évoquons la marâtre, figure très importante attachée à la sorcière dans les contes. Guillemine Chaudoy et Pierre Péju, vous êtes nos invités d'aujourd'hui. Alors, à propos des mères et du clivage bonne mère, mauvaise mère, clivage tellement bien ancré en nous, il y a beaucoup de psychanalystes qui ont essayé d'aider à les dépasser, mais peut-être que les contes disent la résistance à cela. Je vous propose d'écouter un texte de Donald Winnicott, psychanalyste anglais, qui connaît très très bien aussi Mélanie Klein, que vous avez évoqué auparavant, Guillemine Chaudoy. Écoutez-le dans un texte de 1960. Il nous faut étudier le rôle joué par la mère. Et à cet égard, je trouve commode de comparer deux extrêmes. D'un côté, nous avons la mère qui est suffisamment bonne. De l'autre, la mère qui n'est pas suffisamment bonne. La question qui se pose est la suivante. Que veut dire l'expression suffisamment bonne ? La mère suffisamment bonne répond à l'omnipotence du nourrisson. Et, dans une certaine mesure, elle lui donne une signification, et ce, maintes et maintes fois. Par l'intermédiaire de la force que donne au moi faible du nourrisson l'accomplissement de ces expressions d'omnipotence, un vrai self commence à prendre vie. La mère qui n'est pas suffisamment bonne n'est pas capable de rendre effective l'omnipotence du nourrisson. Et elle ne cesse donc de faire défaut au nourrisson au lieu de répondre à son geste. À la place, elle y substitue le sien propre, qui n'aura de sens que par la soumission du nourrisson. Cette soumission de sa part est le tout premier stade du faux self. Et elle relève de l'inaptitude de la mère à ressentir les besoins du nourrisson. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Guillemine Chaudoy, Winnicott nous dit que le vrai sujet, c'est pas la bonne mère, et en expulsant la mauvaise mère, c'est essayer d'être juste une mère suffisamment bonne. C'est assez déculpabilisant. Mais justement, les contes de fées, eh bien, ils restent ancrés dans le clivage bonne mère, mauvaise mère avec la marâtre. Donc, c'est intéressant. C'est une résistance. C'est finalement, le conte de fées, c'est ce qui se passe avant l'installation de cette mère suffisamment bonne. C'est tous les prémices de la construction de cette mère suffisamment bonne. La mère suffisamment bonne, c'est celle qui va être qui va s'adapter aux besoins de l'enfant, qui va pouvoir répondre sans être toujours présente et qui va être à la juste distance. Et c'est tout le travail de Winnicott sur la question de ce qu'il a appelé l'empiètement, c'est-à-dire d'être une mère qui est trop là ou une mère qui n'est pas assez là. Cette mère qui est trop là ou qui n'est pas assez là renvoie à cette figure d'une mère clivée. La mère suffisamment bonne, c'est la mère qui est ambivalente, qui permet à l'enfant d'avoir cet espace nécessaire pour lui, qui va lui permettre de se constituer ce vrai self. Parce que ce que Winnicott décrit comme faux self, c'est une défense pour l'enfant. Il se protège contre cet environnement. Au-delà de la mère, c'est l'environnement qui vient empiéter, qui est un traumatisme. Et là, on est dans tout ce qui est l'aspect traumatique de la relation à l'autre. Alors, je propose de quitter les enjeux proprement psy, même si, bon, évidemment, ils circulent partout, en vous posant maintenant cette question, Pierre Péju. Pourquoi les marâtres, c'est souvent vis-à-vis des filles qu'on observe dans les contes leur malfaisance, plus que vis-à-vis des fils? Est-ce parce que, traditionnellement, hélas, mais enfin c'est comme ça, avoir une fille, c'était quand même plutôt une malédiction?
Alors, c'est vrai que statistiquement, si on veut, les marâtres de filles dans les récits, dans les contes, je préfère toujours dire conte tout seul que conte de fées. Oui, Parce oui, que ça je comprends bien. Ouais. moi, je suis très proche des romantiques allemands qui ont eux-mêmes écrit et réécrit et inventé un certain nombre de contes, que c'est pas le conte de fées. Ouais, Bon. c'est chez Perrault qu'il y a le plus de fées, mais Oui, c'est effectivement, ça. chez Grimm, tout ça, c'est des sages-femmes, Oui. des conseillères, c'est autre chose. Oui, oui, Oui. on entend, on entend. Mais, excusez-moi, votre question, Ma c'était... question, c'est pourquoi les filles sont l'objet de oui, la pourquoi plus... malfaisance des marâtres Voilà, plus que les garçons? statistiquement, je disais plus de filles que de garçons, même si ce que j'ai cité tout à l'heure était vraiment la pire des marâtres, et c'était avec un garçon, mais parce que peut-être, alors là, il faudrait peut-être faire une lecture un peu féministe de ce que c'est que cette figure de la marâtre ou cette image de la marâtre, c'est que peut-être qu'on a fait un monstre, c'est-à-dire un certain ordre social, peut-être patriarcal, peut-être machiste, a constitué en monstre des tendances féminines à ne pas aimer peut-être les enfants, peut-être pas en désirer, pas en avoir, à choisir plutôt une sorte de forme de domination, y compris par la beauté, parce que n'oublions pas que, par exemple, chez Blanche-Neige, c'est la plus belle de tout le pays, donc il y a une idée de dominer quelque chose dans un territoire, donc en concurrence avec le masculin. Par ailleurs, souvent, les marâtres de filles, comme si elles voulaient se débarrasser de ce à quoi on contraint les filles habituellement, c'est-à-dire le ménage, la vaisselle, tout ce que les nains font faire d'ailleurs à Blanche-Neige aussi. Elles accablent les filles, elles les font trimer, comme si... par ironie ou par... elle voulait dire, bah voilà, c'est ça, tu veux être une fille, eh bien c'est ça que tu dois faire. Et du coup, c'est comme si le personnage de la marâtre condensait un certain nombre de choses qui relèvent aussi d'une sorte de revendication féminine. Je ne sais pas si je suis Oui, clair. oui, c'est très intéressant. Et diriez-vous aussi que, bon, on entend l'angoisse du vieillissement, là, que vous dites, surtout dans un environnement viriliste, et c'est un mot que vous employez, c'est pour ça que je me permets de le souligner, là, Oui. Pierre Péjul, le vieillissement des femmes est particulièrement douloureux quand il y a un environnement qui attend de la beauté séduisante vis-à-vis des hommes. Mais par ailleurs, bon, excusez-moi, j'avais dit qu'on sortait de la psy, mais on va y retourner avec des gros sabots. Les filles et les pères, c'est une histoire magnifique, mais qui peut faire vraiment peur aux nouvelles épouses, aux marâtres, aux belles-mères. Et alors là, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Elles croient que par leur agressivité, elles vont résoudre le problème, alors que c'est souvent par la douceur qu'on résout le problème. Je pense aux personnages de mères douces, aux bonnes fées, tiens, chez Perrault, qui sont les concurrentes de la marâtre. Ce sont elles, n'est-ce pas, qui aident la fille aussi et le père à dépasser leur attirance un peu enfermante, mutuelle. Tiens, ben, évidemment, écoutez Delphine Seyrig dans Le Pot d'âne de Jacques Demy, qui s'affole et qui essaye de détourner la fille de tout ce cycle édipien. Vous, à cette heure, vous savez que j'ai horreur qu'on me surprenne. Je ne suis pas prêt. Excusez-moi, ma reine, mais ce que j'ai à vous dire est extrêmement important. Oh. Allons. Ne pleurez pas, mon enfant. Les larmes abîment et creusent le visage. Mais c'est horrible, vraiment. Calmez-vous, asseyez-vous. Oh, ne m'expliquez rien, je suis au courant de tout. Donnez-moi un instant que j'arrange ma toilette et séchez vos larmes. Ouais, c'est mieux. Ma chère enfant, ce serait une grande faute que d'épouser votre père. C'est très simple, il faut le décourager sans le contredire. Mais je l'aime. Je sais que vous l'aimez. Mais je vous l'ai déjà dit, vous confondez les amours. Il me presse et je dois lui rendre réponse demain. La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement,
des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Pierre Péju, c'est qui ces bonnes fées, ces gentilles femmes? C'est des substituts de la bonne mère? Ce sont des femmes enfants ou vous écrivez cela aussi? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est de voir, alors, vous parlez de fées, parlons-en, parce que ça a une existence effectivement importante aussi, donc la fée. Il y a un lien important entre la figure de la marâtre et ce que j'appelle la figure de la fée marraine. Parce que la marraine est aussi un personnage qui a une importance, alors tantôt sorcière, tantôt pas sorcière. Et cette fée marraine est une sorte de marâtre potentiel. Ah Par bon? exemple, si je prends le conte, alors par Perrault cette fois-ci si vous voulez, de La Belle au bois dormant. Dans La Belle au bois dormant, vous avez 2 sortes de fées marraines, enfin plutôt il y a 12 fées marraines et 1 fée sorcière. Oui. Mais ce qui est intéressant dans la fée marraine, c'est qu'elle a un pouvoir, elle est en rapport avec le destin de l'enfant. Si on nomme une marraine, c'est aussi une mère possible de substitution, c'est-à-dire une nouvelle mère, un peu comme la marâtre était nouvelle mère. La fée marraine est une mère de substitution qui peut quelque chose. Et les marraines, elles peuvent soit apporter leur bénédiction, elles ont des pouvoirs, à l'enfant. Les 12 premières marraines qui sont invitées pour La Belle au bois dormant, toutes elles font des vœux, elles annoncent, elles donnent des possibilités de bonheur, de vertu, de richesse, de beauté, etc. Et la 13e qu'on n'a pas invitée, eh bien, elle, ça va être une malédiction. Parce que les fées marraines, comme les marâtres, ont du pouvoir, et ce pouvoir est en rapport avec le destin de l'enfant. Ça rappelle un peu les parcs ou les moires, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui tiennent dans leurs mains la possibilité, ce que va devenir l'enfant depuis qu'il est nouveau-né, puisque à la naissance, et au cours de sa vie. Et ces fées marraines sont aussi un peu des substituts de la marâtre. Donc c'est un peu fluide, de la marâtre à la bonne mère ou son substitut, mais aussi c'est un aller avec retour. Tout ça est jouissif pour le lecteur, d'après vous, Guillermine Chaudois? C'est-à-dire que la marraine et la marâtre sont les envers et revers d'une même médaille. Et ce qui est intéressant dans l'extrait de Peau d'âne, ce que dit Delphine Seyrig finalement, enfin le personnage de Delphine Seyrig, La fée des lilas. c'est que cette marraine, elle a aussi cette fonction je dirais, de tiers. C'est celle qui va permettre de dire à Peau d'âne que c'est interdit. Il y a un interdit là qui se met en place. Oui, on n'a pas le droit d'épouser son père. Elle a cet intérêt, la marraine, de pouvoir aussi ouvrir l'enfant à d'autres perspectives que celle de cette relation purement duelle, que ce soit avec le père ou que ce soit avec la mère, qu'elle ouvre ses perspectives vers un monde auquel il n'aurait pas sinon eu accès, cet enfant. C'est-à-dire que c'est la liberté aussi de pouvoir aller voir ailleurs que dans son environnement familial. Alors que la marâtre, elle enferme. Elle enferme. Alors, c'est très intéressant ce que vous venez d'évoquer parce que chez Grimm, il n'y a pas de bonne fée, on l'a dit, il y a des conseillères, il y a des sages-femmes, etc. Mais par exemple, si on prend Cendrillon, j'ai l'impression que la bonne mère disparaît complètement. Parce que, bon, elle est morte, mais en plus, autant chez Perrault, elle a une marraine, autant chez Grimm, elle a un noisetier magique, un arbre magique, qui lui donne des robes et des choses pour aller au bal. Mais c'est un cadeau du père. C'est un cadeau du père, Pierre Péju. C'est comme si la pauvre Cendrillon des Grimm, un peu comme Blanche-Neige, il n'y a aucun personnage féminin pour l'aider contre sa marâtre. Eh bien, Cendrillon, elle est toute seule et tout ce qu'elle a, ça lui vient du père. Vous ne trouvez pas ça intéressant, Pierre Péju? De toute façon, le monde de Grimm, il y a quelque chose d'une noirceur très singulière. C'est pas d'une noirceur forcément, enfin, vous avez raison, c'est quelque chose de beaucoup plus sombre. Les Grimm, comme je l'ai dit, à propos du conte de Genévrier et de bien d'autres contes, par exemple celui qui s'appelle Dame Holle, qui est un conte absolument terrible, mais qui n'engage pas une marâtre, là, mais qui est très 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 cruel. Les Grimm, c'est plutôt de l'imagination
brute, c'est-à-dire que même si c'est une très belle écriture, c'est de l'imagination brute, beaucoup moins élaborée, lissée et mise en accord avec certaines conventions sociales et morales que chez Perrault. C'est pour ça que les différences, par exemple lorsqu'on a un conte comme ce que vous citiez, c'est-à-dire chez Cendrillon, la différence Perrault-Grimm est vraiment très intéressante et très significative. Et le conte de Perrault est beaucoup plus lissé. Et... Il y a du conflit, quoi. Il y a de la bonne mère et de la mauvaise mère. Ça. Oui. Et Cendrillon se construit ainsi. Alors, par ailleurs, les Grimm sur Cendrillon, c'est impressionnant. La marâtre, elle est pire que tout, puisqu'elle martyrise, y compris ses propres filles. Lorsqu'elles vont essayer d'enfiler la pantoufle de verre, évidemment, elles n'y arrivent pas. Elle leur dit « Ouais, coupe-toi les pieds, ça va rentrer. » Je vous propose d'écouter l'extrait, parce que ça... Elle leur fait se couper les pieds. C'est impressionnant. On écoute. Le soir venu, Cendrillon voulut s'en aller, et le fils du roi voulut l'accompagner. Mais elle lui échappa si vite qu'il ne put la suivre. Seulement, le prince avait usé de ruse, et fait enduire de poids tout l'escalier. Alors, comme la jeune fille descendait en sautant, sa pantoufle gauche resta engluée. Le prince la ramassa. Elle était petite et mignonne, et tout en or. Le lendemain, il s'en vint trouver le père et lui dit « Je ne prendrai pour épouse que celle qui pourra chausser cette chaussure d'or. » Alors les deux sœurs se réjouirent, car elles avaient de jolis pieds. L'aînée alla dans sa chambre avec la pantoufle pour l'essayer, et sa mère était là, mais elle ne put y faire entrer son gros orteil. Le soulier était trop petit pour elle. Alors sa mère lui tendit un couteau et lui dit « Coupe-toi le doigt. Quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. » La jeune fille se coupa l'orteil, força son pied à entrer dans la chaussure et alla retrouver le prince. Alors là, la Guillemine Chaudois, spécialiste de la cruauté, vous êtes servie. Hein. Là, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le cru de la cruauté. Et d'ailleurs, on voit chez Grimm les sœurs de Cendrillon saigner. Et c'est ce qui fait que le prince voit. À un moment, il a cru que c'était la bonne princesse des deux, mais elle saigne trop. Il y a trop de sang qui sort de la chaussure. Et on voit bien comment là le sacrifice est au premier plan chez Grimm. Souvent, enfin chez les frères Grimm, souvent il y a cette dimension sacrificielle. On va pour essayer de rentrer à la cour. On va se castrer, parce que là, quand même, la marâtre est castratrice. On va se castrer pour pouvoir rentrer dans le moule de la pantoufle. Bon, alors maintenant, il y a la question du châtiment aussi. Oui. Ce sera notre dernier point aussi, Pierre Péju. Il peut être terrible. Alors, le châtiment, c'est important sans doute pour l'enfant. Enfin, quoique, je voudrais quand même rappeler que chez Perrault, passons au chaperon rouge, ils sont bouffés tout crus, hein, le chaperon et la grand-mère, et point final. Hein. Je veux dire, le loup n'est pas châtié, c'est dans d'autres versions qu'on a trouvé un chasseur qui vient ouvrir le ventre du loup, sortir tout le monde vivant et compagnie. Donc parfois, il n'y a pas de châtiment, mais comme par hasard, là, c'est un loup, c'est pas une marâtre. En revanche, chez Grimm, les horribles filles là, de la marâtre, on leur crève les yeux. On leur crève, il y a des colombes qui viennent leur crever un œil à chacune. Parlez-moi du châtiment et de son importance, Pierre Péju. Les deux yeux sont crevés, c'est-à-dire que les gentilles colombes viennent, lorsqu'elles vont vers l'église pour la noce, elles leur crèvent l'œil droit, et à la sortie, elles leur crèvent l'œil gauche. Mais pas la marâtre, elle disparaît. Hein. Alors la marâtre a disparu, effectivement. Mais dans d'autres contes, vous parliez des châtiments, le châtiment de la marâtre est absolument terrible. Il y a cette grande technique, si je peux dire, de l'enfermer dans un tonneau. Alors selon les contes et les histoires, tantôt ce tonneau, on le fait rouler indéfiniment sur une pente, et elle est roulée dans ce tonneau vraisemblablement jusqu'à la mort. Il y a un raffinement aussi quelquefois chez Grimm où le tonneau a des clous à l'intérieur, c'est-à-dire que plus il roule, plus elle est percée de clous. Donc ça ne manque pas. Mais la cruauté, puisqu'on en parlait tout à l'heure, est aussi présente quelquefois pour le personnage féminin principal. Par exemple,
pas me faire une spécialité de revenir à des contes très anciens qui sont les Ah contes si, ancêtres, c'est agréable, par on exemple, entend du plein de XVIe choses. siècle. Par exemple, Straparole, là, qui était un conteur assez mystérieux, mais qui est à l'origine de beaucoup de versions de contes, dans un conte qui s'appelle Blanche-Belle et le serpent au XVIe siècle. Non seulement la marâtre est très méchante, elle fait envoyer sa fille dans la sauvagerie pour la tuer, et là, comme le chasseur dans Blanche-Neige, elle n'est pas tuée, mais on lui crève les yeux et on lui coupe les mains. Et ensuite, ça fait une fille aveugle avec des mains coupées. Et il y a des contes de Grimm d'ailleurs qui s'appellent la fille Sans main. sans main, aux mains coupées, la fille sans main. Et puis Donc, la cruauté est vraiment partout, mais aussi évidemment dans les châtiments. Mais le châtiment n'intervient pas toujours, comme vous le disiez, la marraine peut échapper, mais ce sont ses filles qui paieront pour elle, si je peux dire. Et un dernier mot, parce que ça va être une transition magnifique pour notre chanson. La marâtre, c'est l'avenir de la jeune fille, Pierre Péju. Ah bah ça c'était un autre thème, ce que j'appelle la marâtrisation, c'est-à-dire que plein de personnages peuvent se transformer en marâtres. Effectivement, la vraie mère biologique peut jouer un peu les marâtres, la fille peut être une future marâtre, et le mari peut aussi être un futur marâtre ou le devenir. C'est-à-dire lorsque le prince charmant perd son charme, ça devient juste un mari, et que de même que la mauvaise mère n'a pas désiré la fille, le mari, s'il ne la désire plus, cette fois-ci sexuellement, peut être associé aussi à une sorte de marâtre mâle, en quelque sorte. Enfin, mais c'est la fluidité et le foisonnement des images qui permettent d'évoquer tout ça. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. C'est vraiment la marâtrisation, c'est finalement le destin. Ça peut être un destin. C'est terrible.